Salut les amis, bienvenue pour le numéro 137 d'HP Hour. Dans quelques instants, Claire et Béa nous rejoindront pour leurs chroniques respectives. Et cette semaine, nous recevons une auteure, Léa Willer, qui vient nous présenter son dernier roman. Alors j'espère que vous êtes bien installés, puisqu'on se retrouve dans quelques instants, juste après ça. Et on se retrouve sur les canapés rouges d'HP Hour pour démarrer cette émission. Dans quelques instants, notre invité Léa Willer nous rejoindra. Je vous représente le livre dont on parlera ensemble. Et puis tout de suite, nous accueillons Claire, notre chroniqueuse de la semaine, qui vient nous parler de quoi? De petits cadeaux à offrir, parce que bientôt la semaine prochaine c'est Noël. Voilà, c'est ça, pour les derniers petits achats. De petits cadeaux. Plutôt style Montessori. Alors, Maria Montessori. Expliquons. Très brièvement, parce que on va pas rentrer dans les détails. Dans toute la philosophie. Non. Donc Maria Montessori était une médecin italienne, première femme médecin italienne, qui s'est beaucoup penchée sur l'éducation des jeunes enfants. Et qui, en gros, pour elle, l'enfant est au cœur de l'apprentissage et c'est l'enfant qui apprend vraiment à son rythme et comme il le veut, quoi. C'est ça. Donc là, c'est les jouets que je vais vous proposer, que vous pouvez trouver dans beaucoup de magasins, voilà, sont plutôt style Montessori. Donc, je vous propose un petit hochet, tout en bois, vous voyez l'image, tout simple. Mais c'est bizarre, il est voilà, imbriqué. ce sont deux cylindres qui sont imbriqués de manière perpendiculaire, voilà. Et vraiment, c'est pour que l'enfant prenne un côté, fasse des mouvements de rotation avec ses mains pour le tout petit. Hein. Donc là aussi, on travaille l'appréhension. Voilà, même système, ce sont des bouteilles sensorielles. Très sympa aussi à faire avec les enfants. Petits, un peu plus grands, tout ça. Donc c'est des bouteilles, vous faites de la récupération. C'est très bien. Vous prenez de l'eau avec, soit c'est de l'eau simple, vous pouvez aussi avoir avec du sirop, de l'huile, des colorants. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a plusieurs choses. Il y a des petites boules de coton, du riz coloré, des petites choses comme ça. Donc c'est vraiment sur une des bouteilles, vous avez aussi une poche en fait qui a été découpée, qui fait genre médusa. D'accord, ah oui, voilà. Ok. La petite bouteille à droite. Donc ça c'est bien à fabriquer avec les enfants. C'est ça, à faire avec les enfants. Autre petite chose, pour que les enfants apprennent à faire leurs lacets, donc c'est bien ça. Un peu plus grand, c'est des petits jouets qu'on peut trouver. Et donc les enfants apprennent à tirer sur les ficelles et à enfiler les lacets et tout ça, quoi. Donc c'est très sympa. Et ça se trouve dans les magasins. D'accord, dans tous les magasins. Dans tous les magasins, soit magasin de jouets. Vous en avez aussi à Auxibule, Nature et Découverte, ce genre de magasin. Nature et Découverte, c'est très voilà, bien. Super jouet en bois. C'est ça, ils ont vraiment un gros stock de jouets de ce style-là. Donc tous ces jouets, ce qui est bien, c'est de les mettre à la portée de l'enfant, donc sur des étagères assez basses ou sur des petites caisses. Moi je sais que ma fille, tous ces jeux sont à sa portée, je lui ai mis des petites caisses en bois et elle a son petit canapé, c'est un petit matelas, elle a tout à sa portée, elle prend ses affaires comme elle veut et elle les prend si elle en a envie, elle les laisse, elle revient, etc. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui fait du bruit. Parce que les enfants adorent faire du bruit, n'est-ce pas? Et ça fait partie, oui, de l'éveil sensoriel. Exactement. Ouais. Donc vous avez tout ce qui est petits tambourins avec des cymbales, les petites maracas que vous pouvez acheter ou faire fabriquer aussi, voilà. Moi je sais que j'ai récupéré des boîtes d'œufs avec du chocolat autour, voilà. Non, j'allais dire des Kinder, mais c'est pas les Kinder, c'est les. Si, c'est les Kinder. C'est les œufs. Voilà. C'est ça. Et donc vous pouvez faire des maracas avec ou plein d'autres choses, libre cours à votre imagination. Mais les œufs Kinder c'est trop bien pour faire des maracas. Et même il y en a des gros à Noël, voilà. Justement, parce qu'on approche là. Et les gros là, c'est parfait. Génial. C'est parfait voilà. pour faire ça. Exactement. Donc plein de petites choses comme ça qui apprennent à secouer, à frapper, à plein de choses. À différencier les bruits aussi. Exactement. Parce que suivant que tu mets de la semoule ou du riz, ou voilà, ça fait un bruit différent. Donc c'est intéressant. Dans le sensoriel, c'est un petit jeu. Vous avez donc une poche avec plein de petits morceaux de tissu à l'intérieur, avec des textures différentes. Donc là, vous travaillez en fait le toucher. Et ça aussi, c'est bien fabriqué parce que c'est des petits sachets que les mamans peuvent fabriquer. Aussi. Donc voilà, tout ça sont des idées cadeaux que vous pouvez acheter. Si vous n'avez pas l'âme créatrice, par contre, si vous êtes ou les moyens, vous pouvez les fabriquer aussi. Voilà, sinon vous pouvez le faire vous-même, il n'y a aucun problème, quoi.
Eh bien merci Claire, effectivement de bonnes idées. Dépêchez-vous, il vous reste 6 jours. Exactement. C'est le moment. C'est ça. Dans les petits achats. Exactement, c'est le moment ou jamais. Allez, c'est le moment d'accueillir également notre invitée de la semaine. Il s'agit de Léa Villers, romancière, qui vient nous présenter donc son dernier ouvrage. Elle est accompagnée de Béa, notre chroniqueuse littéraire que vous connaissez désormais, qui va nous faire sa chronique également sur cet ouvrage. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Bonjour. Alors bon, j'ai envie de dire c'est ton baptême du feu, puisque c'est ta première chronique en présence de l'auteur. Oui, et ça c'est pas rien. Ça c'est pas rien. Oui, on comprend. Je suis hyper angoissée. Non, ça. Donc nous allons avec Claire te laisser à ton propre sort, et si jamais combat il doit y avoir, eh bien nous vous laisserons et nous serons les arbitres, on comptera les points. Non. Le livre c'est Comme un beluga prisonnier des glaces de Léa Villers. Ici présente. Donc c'est le 6e ouvrage de Léa, si je ne me trompe pas. C'est ça. Une auteure éclectique aux multiples talents, puisqu'elle conjugue musique et écriture. Elle est auteure-compositrice. Oui. J'assume compositrice. Dans un groupe folk, pop folk. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Ouais, c'est ça. Pop folk. Alors, ce roman, il fait suite à un premier tome qui s'intitule L'Attrape-rêve, publié en 2012. Voilà. Et en fait, ce que je vous conseille de lire avant d'entamer celui-ci, puisque évidemment il y a un lien. Bon, les deux peuvent se lire de façon indépendante et autonome, mais il est certain que celui-ci se comprend mieux à la lumière de celui-là. Donc, disons que ça nous donne des billes effectivement il y a des indices, il y a une trame, il y a un fil rouge que l'on suit et qu'on retrouve dans celui-là et qui aide à mieux comprendre l'histoire et la psychologie des personnages. En plus, il est très fluide à lire, on le lit très facilement et très vite, donc ce serait dommage de s'en passer. Alors pour venir à celui-ci, on retrouve l'héroïne que l'on avait rencontrée dans L'Attrape-rêve, qui s'appelle Solène. Nous sommes au Québec, sur les rives de la rivière Saguenay. Alors je ne sais pas le dire, moi je dis Saguenay, mais... Oh oui, ça va. C'est comme ça qu'on dit. Bon. Alors sur les rives de la rivière Saguenay et du lac Saint-Jean, pour ceux qui connaissent le Québec. Donc on retrouve Solène, et Solène est aux prises avec une grave dépression, qui est alors engendrée par une douloureuse rupture sentimentale. Donc c'est un thème qui est universel complètement. Et dans lequel on va tous pouvoir se retrouver, j'allais dire. Mais tu peux le dire. Oui. Tu peux. Je complètement. Parce que c'est la force du bouquin, je trouve. Qu'effectivement, je pense que n'importe qui peut s'identifier et que du coup, on rentre très facilement et on s'identifie énormément. Complètement. On est avec elle et de tout du long, de A à Z. Donc 2 années vont s'écouler au fil des pages, au cours desquelles en fait Solène va devoir mener un combat intime et implacable contre cette maladie. Mais pas seulement, aussi contre ses proches qui ne comprennent absolument pas ce qu'elle a. Et donc je voulais vous lire un petit extrait, c'est page 37. Et c'est son frère qui lui parle et qui lui dit « Tu rentres à Baie-Saint-Paul ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Je ne sais pas. Solène, quoi ? Ici tu avais un job, tu aurais pu te trouver un appart. Mais tu prends les choses à l'envers, il faut d'abord que je retrouve l'envie de vivre. Il faut surtout que tu te bouges. C'est justement ce que je suis incapable de faire. Mais quand on veut, on peut. » Et cette phrase, elle m'a... ce passage, il m'a marqué, c'est pour ça que je l'avais repéré. Parce que c'est souvent ce que les gens disent à ceux et celles qui sont atteints, qui souffrent d'une dépression. Quand on veut, on peut. Or, c'est faux. Parce que la dépression, c'est surtout qu'à ce moment-là, on ne peut pas, de toute façon. Et que, voilà. C'est ça. Donc notre héroïne va livrer des batailles qui la laisseront parfois complètement à terre et vidée de toute sa substance vitale, et c'est très finement décrit, je trouve, avec beaucoup de précision et de finesse. Mais finalement, comme souvent, quand on tombe très très bas, on rebondit, ça permet de rebondir. Et donc elle va puiser dans cette déchéance des ressources insoupçonnées qui lui permettront de renaître à la vie, plus forte et plus libre qu'elle ne l'était auparavant. Donc moi j'aime beaucoup cette écriture à fleur de peau.
Les émotions sont décrites avec beaucoup de sincérité, ce qui fait qu'on souffre avec elles, on vit en fait les émotions de l'intérieur. Et voilà, on a envie de se rebeller quand les gens l'agressent. C'est l'occasion aussi de découvrir cette maladie, qui est quand même méconnue et invisible. C'est une maladie invisible, la dépression, c'est bien ça le problème. Et c'est une maladie qui est sournoise, qui rime avec solitude, souffrance et incompréhension des autres. Mais c'est pas ce que j'ai retenu au final de ce livre, c'est surtout un très bel hymne à l'espoir et à l'amour, qui redonne à l'héroïne un second souffle de vie. Donc je vous encourage vivement à le lire. On vous encourage tous à le lire, il est là. Et vous avez une semaine avant Noël, donc c'est le moment de vous jeter, j'ai envie de vous dire, dans toutes les bonnes librairies, ou sinon sur Amazon, qui vaut ce qu'il vaut, mais pour avoir le livre... Et faites un packaging avec les deux. Oui, voilà. Écoutez, bon, vous en prenez deux, on vous fait un prix. Voilà. Donc, alors, du coup, il y a plein de questions qu'on se pose, effectivement. Déjà, sur le choix du titre, on le comprend pas d'emblée. Oui. On le comprend après avoir lu tout le roman, parce que donc il faut aussi rappeler que c'est un roman autobiographique, je ne sais plus si tu l'as dit, qui a son importance parce qu'effectivement on se dit du coup que les sentiments et les situations qui sont décrites sont dont on peut s'y identifier, d'autant plus que c'est du vécu, donc voilà, ça amène quelque chose. On peut parler un peu du Beluga, alors sans tout peut-être dévoiler, mais pourquoi le choix de ce titre et peut-être la métaphore. Voilà, comme vous le dites, c'est donc une métaphore. Donc le beluga, c'est une baleine blanche, donc on retrouve dans le fleuve Saint-Laurent où se déroule donc ce roman. Et alors c'est un peu difficile là de dévoiler la métaphore, je préférerais que... Mais en restant vague, on peut dire que ça reste une métaphore de la dépression, enfin en tout cas du sentiment que peut avoir l'héroïne, ou de la situation dans laquelle elle semble se trouver, de l'état dans lequel elle semble se trouver, alors, pour pas trop en dire. Effectivement, mais je pense qu'il y a peut-être cette métaphore me permet d'aborder peut-être deux aspects de cet épisode de vie, qui est donc à la fois la dépression de laquelle où j'étais prisonnière, mais aussi, puisque à travers cet épisode aussi, il y a un passage vers, comment dire... l'acceptation de ce qu'on est, oui. Voilà, dans son intimité, dans son être. Oui, et du coup il y a une sincérité aussi dans la description, une véracité qui fait qu'on a l'impression aussi d'y être, et donc ça joue aussi. Oui, et du coup, oui, donc vous y êtes allé. Il y a eu un travail de documentation aussi, ou alors les lieux et les situations que vous décrivez, surtout les lieux, sont des choses que vous avez vécues là-bas. Alors... Ou des endroits que vous avez connus, oui. Plus exactement. Alors, juste peut-être pour quand même éclaircir, c'est vrai que comme c'est un roman autobiographique, le décor que j'utilise n'est pas celui... oui. Le décor réel. Puisque j'ai fait le voyage au Québec beaucoup plus tard, par rapport aux faits qui sont relatés dans relatés. Voilà, donc... oui, c'est une superposition. Voilà, c'est une superposition... parce que j'avais envie quand même de garder justement un côté romanesque. Oui, parce que sinon ça serait une autobiographie. Alors c'est un roman autobiographique, il faut vraiment qu'il y ait les deux. C'est vrai que ce voyage au Québec m'avait marqué. Ça se sent parce qu'il y a une description, mais comme tu le disais, ça l'est aussi dans le cas du sentiment dépressif, même si c'est pas joli de le dire comme ça, mais dans les lieux aussi il y a des descriptions très détaillées, très illustrées, très détaillées, voilà, qui fait qu'on a vraiment l'impression on y est. Parce que les lieux, tout participe. On est à fleur de peau, donc quand on est dépressif, et même les lieux participent aussi à exacerber, alors ou le trait négatif ou justement
le positif qui va nous ramener vers la vie. Vous êtes passé par des styles différents aussi, puisqu'il y a eu des nouvelles, voilà. Là, c'est le premier roman autobiographique donc sous cette forme. Pourquoi avoir choisi cette forme et pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, de témoigner des mêmes choses, donc de la dépression et même un peu plus élargie, à travers un roman? Je pense qu'il y a quand même des traces dans tous mes ouvrages précédents, des petites allusions ou des grosses allusions aussi. Je pense notamment dans les nouvelles où quand même j'exprimais alors beaucoup plus, de façon plus cachée peut-être, ou plus diluée, voilà, des choses qui sont reliées à cet épisode. Mais alors je ne saurais pas expliquer que là j'étais prête à raconter vraiment de façon autobiographique justement, sans déguiser. Oui, parce que c'est pas rien de passer au jeu, quoi. C'est la première fois que voilà, vous passez au jeu, et donc on s'implique d'une autre manière, même si dans tous les romans, forcément l'auteur injecte de soi, c'est obligé, c'est forcément. Se dévoiler qui est plus. Voilà, là c'est plus assumé comme manière de se dévoiler. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi à ce moment-là. Mais peut-être aussi, je me suis dit que j'avais peut-être acquis une assurance dans l'écriture, dans ce. Oui, parce que vous n'auriez pas pu commencer. D'avoir écrit tous ces romans. Exactement. Parce que peut-être qu'en premier roman, ça aurait été compliqué. Je crois, oui. Ouais. Je pense. Voilà. C'est bien que le premier roman, sans être autobiographique, justement, est tiré de ce moment de vie. Mais j'en avais fait vraiment là une fiction. La fin de celui-là est plutôt positive, et d'ailleurs ça finit sur une... Parce qu'on va pas tout dévoiler. Non, faut pas dévoiler la fin, mais il faut dire que c'est plutôt positif. Alors ça on peut dire... la différence. La différence c'est que dans l'attrape-rêve, c'est vraiment sur l'histoire d'amour, donc et cette rupture. Donc c'est pour ça que la fin n'est pas tragique. Tandis que sur oui, là, c'est la renaissance. Comme un beluga, voilà, c'est vraiment une reconstruction. Et donc, oui, d'ailleurs c'est plus la description et l'histoire d'une reconstruction, d'un parcours et d'une reconstruction, que de la dépression en elle-même, finalement. Même si évidemment ça en parle, mais c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas un ouvrage médical. Alors, ce n'est pas un ouvrage de sciences naturelles sur les belugas, et ce n'est pas un ouvrage médical sur la dépression, pas du tout. Sur ces bonnes paroles, j'espère qu'on vous a donné envie de parcourir, de découvrir ce dernier roman autobiographique donc de Léa Villeur. Vous avez vu, ça a occasionné des discussions, donc c'est toujours intéressant. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé sur le plateau et dans l'équipe d'HP Hour. Vous pouvez donc vous le procurer notamment sur Amazon. N'hésitez pas, et puis vous pouvez mettre un petit commentaire aussi. Ça ne mange pas de pain, mesdames. Est-ce qu'il y a un autre, pour conclure, déjà d'idées d'autres romans en préparation? Oui, il y en a un peu tout le temps. Et alors là, ça sera vraiment un roman de fiction. Et sans trop m'avancer, là je repars sur un thriller. D'accord. Ah bah alors voilà. Moi j'avais aimé. Fière Mary. Moi c'était mon préféré jusque-là, mais avant celui-là. Voilà. Donc oui, vous avez aussi Fière. Vous pouvez aller sur Amazon, vous aurez tous les ouvrages que Léa a sortis. Il y a effectivement un qui s'appelle Fière Marie, et qui est un thriller, et qui est donc très 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 bien aussi. Moi c'était celui que j'avais préféré. Voilà. Ce sont les fêtes, très bientôt, n'hésitez pas. Merci Léa d'être venue. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles chroniqueuses et un nouvel invité. D'ici là, bonne semaine à tous et joyeuses fêtes. Salut!